Europe 1 Archives. Europe 1 vous présente Au nom de l'amour de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Au nom de l'amour, l'être humain peut s'élever ou s'abaisser, devenir un esclave ou un héros, un ange ou un démon. Il échappe à la morale, à la raison, à la réalité. Conquiert le monde sans racine, sacrifie sa fortune ou celle des autres, tue ou se tue au nom de l'amour. Le dédoublement de la personnalité. Dans les récits qui nous font rêver ou frissonner, combien d'auteurs n'ont-ils pas accommodé le dédoublement de personnalité à toutes les sauces? Mais là encore, la vie se charge de faire bien plus fort et bien plus fou. L'histoire que voici est intitulée, avec un clin d'œil un peu noir, « Je t'aime doublement ». Et, sous peine d'être taxé de haute fantaisie, nul n'oserait inventer une pareille aventure, pas même l'imagination débridée de Grégory Franck. Marika Lippmann repousse d'un coup de talon la portière de sa voiture. Les bras chargés des sacs de papier débordant de ses emplettes au supermarché, elle s'engage dans le petit chemin cimenté qui file sagement vers sa maison. Dans son dos, un klaxon insistant l'arrête au bout de 3 pas. Marika se retourne, une coccinelle blanche est arrêtée en double file, près de la sienne. « Marika! Alors, tu veux bien faire 10 pas pour me saluer aujourd'hui, Miss Bêcheuse ?» Marika identifie la voiture et le ton goguenard de Carla Weiss, une bonne copine, juste un peu trop brillante. « Alors, la bêcheuse, tu viens me la faire cette bise ou tu attends que j'attrape une contravention ?» Marika pousse ses paquets et court vers la voiture, embrasse son amie à la portière et fait semblant de lui tirer les cheveux. « Salut Carla, dis donc toi, comment tu m'as appelé ?»« Je t'ai appelé Miss Bêcheuse et je le répète. Enfin, tu aurais quand même pu t'arrêter de lécher les vitrines pour venir me saluer l'autre jour. » « Et quel autre jour ? Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Oh, le culot. Et mercredi dernier, hein, dans la rue Moraire. Tu vas peut-être prétendre que tu ne te rappelles plus ? Écoute, si tu veux que je mette les points sur les i pour te rafraîchir la mémoire, alors voilà. C'était vers 4 heures de l'après-midi, j'étais en voiture comme de bien entendu, j'étais arrêté au feu rouge, et je vous aperçois sur le trottoir d'en face, Peter et toi. Je klaxonne, comme aujourd'hui. Peter me répond par un grand signe. Et toi, madame la belle indifférente, tu te retournes, tu me vois, je t'appelle, tu me fais un petit geste de la main, et puis plouf, tu replonges le nez dans la vitrine de chez Turner, comme si de rien n'était. Des conducteurs impatients se manifestent derrière. Carla démarre, mais freine 10 mètres plus loin. « Hé, ma vieille, je ne t'en veux pas et je te comprends, hein. Ils ont des nouveautés irrésistibles chez Turner. » Et la voilà partie, pour de bon cette fois, agitant la main par-dessus le toit de sa voiture. Marika reconstitue comme elle peut l'échafaudage des paquets abandonnés en route. Oh, quel tourbillon, cette Carla! Quand je pense qu'elle est arrivée à se persuader elle-même de sa vision. Et pour me prouver qu'elle avait raison, elle est même jusqu'à prétendre que Peter et moi, nous lui aurions répondu. Enfin, heureusement que je sais que le mercredi à 4 heures, Peter est au tribunal et que c'est le jour de visite de maman. Parce qu'elle aurait bien réussi à me convaincre. Ah, quelle santé! Marika Lippmann revient vers sa petite maison au volet blanc, bien posée dans son jardin tiré au cordeau dans la banlieue bourgeoise de Düsseldorf. Elle se promet de faire sourire son mari ce soir en lui racontant la dernière de cette tornade en Volkswagen blanche nommée Carla. Mais lorsqu'il rentre, Peter, soucieux et volubile, attaque d'emblée sur ses préoccupations du jour. Tu sais, le petit Arnold Fisch, je t'en ai parlé, celui dont les parents se sont battus la semaine dernière. Eh bien, le conseil de tutelle veut le mettre dans un centre sous prétexte que la mère s'est enfin défoulé les nerfs après 18 ans de torture morale. Peter Lippmann est scandalisé. Il a une véritable passion pour son métier de juge pour enfants. Marika approuve gravement et la conversation se poursuit sur ce sujet. Inutile d'agacer Peter avec l'histoire de Carla. Et l'incident tombe dans l'oubli. Pas pour longtemps cependant. 2 jours plus tard, tentée par un rayon de soleil un peu en avant sur la saison, Marika flâne du côté du centre-ville. Le hasard, mais est-ce vraiment le hasard, l'amène jusqu'à la rue Moraire. Lorsqu'elle s'en aperçoit, elle sourit pour elle seule. Sacrée Carla. De quelle vitrine parlait-elle déjà? Ah oui, chez Turner.
Ah, effectivement, la devanture du célèbre magasin de vêtements vaut que l'on s'y attarde. Les étalagistes se sont donné un mal fou pour reconstituer un coin de nature. Dans cette débauche de verdure, des mannequins présentent avec des poses excessivement décontractées de fraîches robes, des chemisiers diaphanes et des ensembles tout à fait séduisants. Une affiche proclame « Modèle exclusif de Paris, profitez-en vite, un seul exemplaire par taille ». Bonne idée, pense Marika. On ne risque pas de croiser sa robe sur le dos de la voisine, mais ça ne doit pas être donné. Marika entre, un peu impressionnée. Elle n'a jamais osé pénétrer dans ce temple feutré de l'élégance locale. « Puis-je vous aider, madame ?» La vendeuse est impeccable jusqu'au bout des cils, vêtue juste avec la discrétion de bonne aloi qui permet aux clientes de se sentir un cran au-dessus. Marika voudrait bêtement demander le prix, mais elle réalise que dans un pareil endroit, ce serait une sorte de blasphème. « Ne puis-je vraiment pas vous aider, madame ?»« Si, le petit ensemble tout à gauche dans la vitrine. »« Ah, oui, madame, notre modèle Alouette. Je me souviens parfaitement, oui. Avez-vous eu un problème quelconque avec ce vêtement ?»« Un problème ? Non, je voudrais simplement l'acheter, enfin, éventuellement. »« Ah, je suis désolé, madame, mais notre affiche dit la vérité, un seul exemplaire par taille. Je suis ravi qu'il vous ait plu au point de le vouloir en double, mais ça ne sera pas possible. » « Attendez, mademoiselle. Êtes-vous en train de me dire que j'ai déjà cet ensemble ? Dans ce cas, vous devez confondre. Ah non, madame. Alouette, taille 38, je me souviens très bien. Il vous allait à la perfection. » Marika proteste. Mais la vendeuse maintient poliment et fermement sa position. Enfin, voyons, madame, pourquoi vous dirais-je une chose pareille si j'en étais pas sûr ? Je peux même vous dire que votre mari, enfin, le monsieur qui est avec vous, est plutôt grand et porte un collier de barbe. C'est vrai que mon mari est grand et barbu, mais comment le savez-vous ? Je ne suis jamais venu ici. Je n'ai jamais rien acheté chez vous. Devant la véhémence de Marika, la vendeuse devient acide. Écoutez, madame, j'ignore pourquoi vous le prenez ainsi. Je ne faisais que mon métier en montrant à une cliente que je la reconnaissais. Maintenant, si vous voulez absolument me contredire, je peux vous dire que votre mari nous a fait un chèque, que la caissière relève les noms et les adresses pour nos envois de publicité. C'est facile à vérifier. C'est facile en effet. À la date du mercredi précédent figure le nom de Peter Lippmann. Sous les regards incompréhensifs du personnel, Marika sort du magasin comme une zombie. 1200 marks. Peter lui a offert un ensemble pour la somme ahurissante pour elle de 1200 marks, c'est-à-dire de 5000 francs français. Et Marika n'en a plus le moindre souvenir. Enfin, pas de doute, la vendeuse l'a reconnue spontanément, la caissière aussi, et son amie Carla l'avait vue avec Peter devant la vitrine ce jour-là. Mais comment est-ce possible ? Marika s'avise soudain qu'elle est devant chez elle. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait pris un autobus, puis un deuxième au changement. Elle secoue la tête et se propulse dans la maison. La voici dans la chambre, dévastant les placards, éparpillant fébrilement robes et manteaux, ouvrant la moindre valise, le moindre carton qui pourrait contenir l'ensemble de chez Turner. Et rien. Pas d'ensemble, pas d'alouette, pas même le sac qui aurait pu servir au transport. Marika s'assied au bord du lit, secouée du irrépressible crise de larmes. Mais je deviens folle, moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cet ensemble ? J'ai dû le cacher quelque part, peut-être le jeter si quelque chose en moi refuse d'admettre cette tranche de ma vie pour une raison inconnue. Enfin, cette tranche. Et si ce n'était pas la seule ? Si ce n'était pas la première fois ? Peut-être que j'oublie des moments comme ça ? Peut-être que je fais des choses affreuses dans ces moments-là ? Marika se ressaisit. Il faut ranger tout ce désordre, surtout que Peter ne s'aperçoive de rien. Il a déjà tant de soucis. Marika est malade, elle doit l'admettre. Elle en a la preuve. Soit quelque chose, quelque part en elle, s'est détraqué. Eh bien, soit elle se fera soigner. Et elle en parlera à Peter lorsque cela ira mieux. Toute la soirée, elle parvient à faire plutôt bonne figure à Peter. Et dès le lendemain après-midi, la voilà en ville pour un rendez-vous chez son médecin. Un feu qui passe au vert, un automobiliste trop pressé, Marika se retrouve à demi allongée sur le capot d'une voiture, sans grand mal, heureusement. Choquée, Marika se réfugie sur le trottoir, vaguement dévisagée par les passants.
Le cœur au bord des lèvres, elle sent que les jambes vont lui manquer et s'appuie in extremis contre la façade d'un petit salon de thé. La vitre froide contre son front lui fait du bien. À l'intérieur, il fait sombre et... À l'intérieur, il fait sombre. Marika a du mal à penser tout à coup. Elle sent la folie qui la guettait, qui grandissait en elle comme une bête à l'affût. Cette folie vient de la submerger. L'intérieur du petit salon de thé, il fait sombre. Et l'homme qui est assis là-bas, c'est Peter, son mari. Et en face de lui, souriant, détendu comme les mannequins de chez Turner, dans le bel ensemble de printemps Alouette. Oui, en face de Peter, c'est elle. Elle. Marika. Elle est dans le bruit de la rue au bord du vertige, appuyée contre la vitre. Et elle est aussi là-bas, assise, et riante avec Peter. Les lèvres soudain pâles de Marika forment le nom de son mari. Peter. Aucun son ne les franchit. Mais celle qui est assise semble avoir senti cette présence. Le sourire quitte son visage, et à travers la vitre, les yeux enfin se rencontrent. Lentement, Peter se retourne, et son regard va de l'une à l'autre. C'est à cet instant probablement que le drame se noue. J'ai en ce moment, chers amis, devant les yeux les photos de deux femmes, l'épouse et la maîtresse du juge Peter Lippmann. Les photos telles qu'elles ont été publiées dans un journal allemand à la suite du drame. C'est hallucinant. Même taille, même allure, même cheveux blonds coiffés en coquille, même regard clair, même nez légèrement retroussé, et pourtant, elles n'ont aucune parenté entre elles. Mais le plus incroyable, le détail qui prouve que cette histoire ne peut être que vraie, parce que l'on n'oserait pas l'inventer, le plus incroyable, c'est qu'elles ont le même prénom. Marika Lippmann et Marika Ulrich. Oh, bien sûr, c'est un prénom assez courant en Allemagne, mais enfin, il fallait le faire. Marika Ulrich a 5 ans de moins, et elle est récemment arrivée en ville. Elle est auxiliaire sociale auprès du département de la jeunesse. C'est ainsi qu'elle a rencontré Peter Lippmann, juge d'enfants. La ressemblance et la coïncidence des prénoms a amusé Peter dans un premier temps, mais quand il a entendu cette femme parler, quand il l'a vue bouger dans la même pièce que lui, il en a été profondément troublé. Le soir même, elle devenait sa maîtresse. Alors je vous l'ai dit, le drame s'est noué en un instant entre les trois personnages. Marika, la femme, fait à son mari des scènes terribles dont il sort éprouvé. Marika, la maîtresse, le somme de choisir. J'en ai assez de jouer des doublures. Si c'est juste parce que je ressemble à ta femme que tu es là, va-t'en. Je veux être aimé pour ce que je suis. Un jour même, il trouve à son bureau une lettre. Mon amour, je ne peux pas supporter l'idée que tu retournes vers ta femme. Je préfère disparaître, tout laisser derrière moi. Marika. Comme un fou, Peter court chez sa maîtresse et la rejoint au moment où elle partait avec un simple sac de voyage. Mais c'est toi que j'aime, comme la personne unique que tu es. Je vais parler à ma femme, je vais divorcer. Marika, la femme, ne veut pas admettre sa défaite. Peter, c'est moi que tu aimes. La preuve, c'est seulement avec mon portrait que tu as pu me tromper. J'aurai de la patience. Tu me reviendras. Mais non, c'est elle que j'aime, je veux le divorce. Il n'en est pas question. Je ferai un scandale, je coulerai ta carrière. Peter ne sait plus où il en est. Au milieu d'une dispute, il appelle sa femme ma chérie. Il donne à sa maîtresse le diminutif de l'épouse. Il s'est créé lui-même un joli petit enfer. La folie, là aussi, montre le bout de son oreille velue. Alors Peter prend une décision. Un vendredi,
Il annonce à sa femme qu'il part au bord de la mer pour le week-end. « Oh, mais je pars seul, rassure-toi. Je veux mettre mes sentiments au clair. » C'est une sage décision, Peter. Moi, j'en profiterai pour aller au théâtre me changer les idées. Ça nous fera du bien à tous les deux. Mais à minuit, le juge n'est pas à la mer. Il frissonne caché dans le bosquet de son jardin. Dans ses mains moites, il serre le manche d'une pioche et il guette, dans la lumière du réverbère, la petite allée de ciment. Bientôt, il entend le bruit pressé des talons hauts. Il voit la silhouette de Marika passer devant lui. Alors, à toute volée, il balance la pioche dont le fer vient fracasser la nuque de Marika. Elle s'écroule sans un cri. Vite, très vite, il prend ses clés, ouvre la porte. Et il reste figé sur place. La lumière du corridor vient de s'allumer et Marika, sa femme, se tient devant lui. Peter bafouille, balbutie, désigne la forme étendue dans l'allée. Marika ne met pas longtemps à comprendre, surtout en voyant la pioche ensanglantée. Rapidement, elle prend le dessus. Elle a le réflexe d'éteindre la lumière qui éclairait l'allée. « Allez vite, Peter, aide-moi. Aide-moi à la tirer dans le garage. » Le juge obéit comme une machine. Marika lance maintenant un seau d'eau sur le ciment, puis elle rentre et prépare 2 grands cognacs. Elle est très calme en apparence. « Tu voulais me tuer, n'est-ce pas, Peter ? Mais je ne suis pas sorti. Je tournais en rond. J'ai fini par appeler l'autre. Elle était chez elle. Elle a accepté de venir tout de suite pour avoir enfin une discussion franche. Pauvre fille. Mais je ne t'en veux pas, Peter. Je vais même te prouver à quel point je t'aime. Je ne veux pas que ta vie soit fichue pour ce moment de haine envers moi. Alors voici ce que nous allons faire. Et Marika, toujours calme et méthodique, expose son plan. Ils vont envelopper le corps dans une bâche et aller en voiture l'enterrer dans un bois cette nuit même. Ils nettoieront tout bien soigneusement. Ou bien sûr, on finira par enquêter sur la disparition de la jeune femme, mais si on pose à Peter la moindre question, Marika jurera qu'ils étaient ensemble et qu'ils n'ont vu personne. Une dizaine de jours plus tard, en effet, un inspecteur téléphone au juge Lippmann. « Monsieur le juge, nous avons reçu une demande de recherche d'une certaine Olga Ulrich de Hambourg. Sa sœur Marika aurait disparu. Les collègues de travail et la logeuse n'ont pas revu cette personne depuis plus d'1 semaine. Or, cette demoiselle de Hambourg affirme que sa sœur lui aurait parlé de certains rapports avec vous. Écoutez, inspecteur, je suis en plein travail. Venez donc ce soir à la maison. » Le soir, l'inspecteur est plutôt gêné de se retrouver dans le salon du juge en présence de sa femme. « Monsieur le juge, le sujet que je voudrais aborder, n'ayez aucune crainte, inspecteur, ma femme est au courant. J'ai en effet eu une liaison avec la personne en question. Mais j'y ai mis fin. Je crains d'ailleurs que ce soit cela qui ait un peu troublé mademoiselle Ulrich. Elle était bizarre les derniers temps. Tenez, lisez ceci. » Et Peter tend la lettre de rupture désespérée que Marika lui avait écrite un jour. « Mon amour, je ne peux supporter l'idée que tu retournes vers ta femme, je préfère disparaître, tout laisser derrière moi, signé Marika. » La lettre n'est pas datée, mais c'est un juge que l'inspecteur a devant lui, un juge et sa femme, sincère, franc, tellement unis. « Je comprends, monsieur le juge. Je vais répondre à cette demoiselle Ulrich que sa sœur, étant majeure, a parfaitement le droit de disposer de sa liberté et que nous ne pouvons pas aller plus loin. Monsieur le juge, madame. Avant de vous quitter, puis-je me permettre de vous dire mon admiration. Les couples comme le vôtre sont si rares. Tout se passe donc pour le mieux. Sauf pour l'inspecteur qui se fait littéralement incendier au téléphone et traité d'incapable et de menteur par Olga, la sœur de la disparue. Voilà donc le pauvre inspecteur l'oreille basse, téléphonant à Peter à son bureau. Navré de vous déranger à nouveau, monsieur le juge, mais cette demoiselle n'a pas voulu croire l'histoire de la lettre. Elle veut la voir et entendre la vérité de votre bouche. Je me suis donc permis de lui donner rendez-vous chez vous, ce soir à 19h. Serait-ce abusé? Mais non, inspecteur, vous avez bien fait.
À ce soir. Alors maintenant, chers amis, suivez bien les personnages pour voir se dévider la merveilleuse mécanique du hasard. Peter veut prévenir sa femme, mais elle est sortie, et lui-même a une audience importante et n'a guère le temps de rappeler avant 18h. À 18h05, il téléphone. Sa femme n'est toujours pas là, il saute dans sa voiture. 18h10, Marika rentre. 18h30, Peter crève un pneu de sa voiture en pleine circulation, sans cabine téléphonique à l'horizon. 18h50, Marika, qui n'attend aucune visite, entend sonner. Elle ouvre la porte et reste pétrifiée quelques secondes. Puis elle bondit à la gorge de la visiteuse en hurlant « Va-t'en, tu es morte! J'ai creusé ta tombe, j'ai jeté la terre sur ta sale figure !» 18h51, l'inspecteur arrive juste pour entendre cet aveu de Marika. Elle a craqué, Marika. 2, c'était déjà beaucoup, mais 3, c'est trop. Car dans les circonstances peu ordinaires de leur rencontre, Marika, la maîtresse, n'avait pas trouvé utile de préciser à Peter que sa sœur de Hambourg était une parfaite sœur jumelle. Vous venez d'écouter Au nom de l'amour de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Au nom de l'amour est disponible sur le site, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.